Alors, on va voir l'actu qu'on a aujourd'hui concernant le Barça. Twitter. Allons voir ça. Alors, FC Barcelone, Espagne. 90 minutes ou plus, c'est très long au Spotify Camp Nou. Ah non, pitié, pas vous non plus. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone contre l'Atlético Madrid, match retour des demi-finales de Coupe du Roi. Aujourd'hui on va voir à travers cette vidéo si la remontada est possible ou non. On va analyser certaines choses dont on a déjà fait par le passé, on va notamment s'appuyer sur la remontada qu'on avait fait face au PSG en 2017 en Ligue des Champions, donc le fameux 6-1. Et on va aussi s'appuyer sur une autre remontada qu'on a fait qui est un petit peu plus récente, c'était la remontada contre le FC Séville, également en demi-finale de Coupe du Roi, où on avait perdu à l'aller 2-0 et on s'était imposé 3-0 au match retour. Mais comme d'habitude, avant de parler du match, on va faire un petit tour concernant l'actualité, car il y a eu 2-3 choses qui sont sorties aujourd'hui côté presse, et ça concerne notamment le match qui va arriver demain. Donc je pense que c'est des actus qui méritent d'être mentionnés avant de parler de tout ça. Donc pour commencer, on va parler de la seule actu qui ne concerne pas le match. Donc c'est une info qui était sortie après le match contre Villarreal. C'était arrivé bien après que je tourné le débrief. Je l'ai vu bien plus tard, donc on va en parler dès maintenant. Ça concerne Lamine Yamal. Donc tout simplement, Lamine Yamal a atteint la barre des 100 goal assists en carrière à seulement 18 ans. Et de plus, pour compléter un petit peu ces stats-là, on va juste se focaliser sur ces stats qu'il a depuis le début de la saison avec le Barça. Donc ici sur le tweet, hein, ça met 18 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, mais ça inclut certainement la sélection, parce qu'avec le Barça, il a bel et bien 18 buts, mais il a 11 passes décisives avec le Barça. Et si je me souviens bien, j'ai vérifié tout à l'heure, c'était 32 matchs qu'il a joué au total avec le Barça. Donc ça lui fait 29 goals assists en 32 matchs, toutes compétitions confondues avec le Barça. C'est très énorme. D'ailleurs, grâce à son triplé face à Villarreal, c'est lui qui est le meilleur buteur du Barça pour cette saison. Et il est à 18 buts et Ferran Torres était à 16 juste avant contre Villarreal. Ferran est toujours à 16. Et donc du coup, Lamine Yamal, grâce à son triplé, est passé devant Ferran et ça lui fait donc 18 buts, toutes compétitions confondues avec le Barça. À 18 ans, c'est énorme. Maintenant que ça c'est dit, on va passer rapidement au calendrier qui nous attend pour ce mois de mars. Et on peut déjà voir que c'est du costaud parce qu'on va directement réenchaîner tous les 3 jours. Donc on va directement commencer par dès demain le match retour contre l'Atlético en Coupe du Roi. Ensuite, on se déplace à Bilbao pour un match de Liga. Ensuite, 3 jours plus tard, on se déplace à Newcastle pour le premier match aller des huitièmes de finale en Ligue des Champions. Ensuite, on accueille le FC Séville au Camp Nou en Liga. D'ailleurs, ça c'est une revanche qu'on doit prendre, hein. Après le 4-1 qu'on a subi au match aller chez eux. Il faudra laver l'affront qu'on a subi, mais on en parlera au moment venu. Ensuite, une fois qu'on aura joué Séville, 3 jours plus tard, on va réaccueillir Newcastle au Camp Nou pour le match retour des huitièmes de finale. Et ensuite, on va accueillir le Rayo Vallecano toujours en Liga au Camp Nou. Et ce sera un mois très chargé. Il faudra bien gérer les repos de tout le monde. Il faudra bien gérer la fatigue. Il faudra pas que tout le monde enchaîne. J'espère que Hansi Flick arrivera à faire tourner au bon moment, même si ça paraît très compliqué, hein, mais parce que c'est que des gros morceaux qu'on a quasiment. Enfin, après des gros morceaux, on a Séville qui est plus en forme, mais si par le reste, c'est que des gros morceaux. Bilbao, même s'ils sont pas mauvais, qu'est-ce que j'allais dire? Même s'ils sont très mauvais en ce moment, ça reste quand même chez eux. On ne sait jamais à quoi s'attendre dans leur stade. Newcastle, on sait très bien que ça va être compliqué aller comme retour. Et le Rayo, vu que c'est une équipe qui nous fait chier depuis qu'ils sont revenus en Liga, on sait très bien que ça va être compliqué aussi dans tous les cas. Et évidemment, aussi demain, le match contre l'Atlético. Et maintenant que tout ça a été dit, on va passer maintenant aux actus qui peuvent concerner le match pour demain. Et on va directement commencer par le sujet qui fâche, hein. Donc on a appris après Villarreal une nouvelle fois encore une mauvaise nouvelle. Et donc c'est parti. Donc ça concerne Lewandowski, hein. Donc Lewandowski s'est blessé lors du récent match contre Villarreal. Les examens ont révélé une fracture de l'orbitre gauche. Il sera donc absent pour le match retour contre l'Atlético.
Et ça, par contre, c'est un truc qui m'ennuie un peu parce que moi, je voulais le voir titulaire contre l'Atlético. Après la pousse que Ferran nous a fournie contre Villarreal, je voulais absolument pas le voir titulaire. Je voulais voir Lewandowski démarrer, surtout que lui, son entrée contre Villarreal a été plutôt bonne et en plus, il a marqué. Donc, pour moi, ça justifiait que Lewandowski débutait contre l'Atlético. Mais on va en parler après des autres options que j'ai en tête pour le poste de numéro 9, hein, parce que je vous le dis direct, je ne veux pas voir Ferran Torres titulaire demain soir. Ensuite, toujours sur la continuité du match qui arrive pour demain, on a deux autres informations qui concernent potentiellement le 11 de départ. Donc on va commencer avec Marc Bernal. Donc Bernal est le premier choix pour remplacer De Jong durant son éventuelle absence. Et Eric Casado sont les deux autres alternatives. Mais bon, on sait déjà que Eric Garcia est suspendu justement pour le match contre l'Atlético demain soir. Donc je ne pense pas qu'il mettra Casado titulaire après la bouse qui nous a pondu au match aller. Et je pense que depuis d'ailleurs Casado on ne l'a plus vu. Donc je pense que ce sera bel et bien Bernal qui commencera avec Pedri au milieu de terrain pour le match contre l'Atlético. Et ensuite l'autre info concernant le 11 de départ qu'on pourra avoir demain, ça concerne Cancelo qui devrait débuter contre l'Atlético Madrid. Donc pareil, Baldé est en méforme en ce moment, on le sait très bien, son match aller n'avait pas été bon, et je pense que vu qu'on va mettre toutes nos armes sur le plan offensif, je pense que Cancelo est la meilleure option pour débuter demain soir contre l'Atlético. Donc je pense que Cancelo prendra la place de Baldé et que Koundé sera à droite avec la Yamal. Et d'ailleurs, toujours pour parler du 11 probable, on a une autre info qui concerne Daniel Mo. Donc, comme vous le savez, Lewandowski, on l'a dit au tout début de la vidéo, sera forfait pour demain soir. Et comme je l'ai dit, moi je ne veux pas voir Ferran. Et cette info rejoint un peu mon envie. De toute façon, on détaillera un peu plus quand on parlera de la compo idéale. Parce que d'ailleurs, pour la compo idéale, j'aurai deux idées différentes. Mais on en parlera au moment venu. Donc, ça concerne Dani Olmo. Donc, Hansi Flick pourrait surprendre l'Atlético et aligner Dani Olmo en faux numéro 9. Donc, Dani Olmo a joué qu'une seule fois à ce poste la saison dernière, c'était en Coupe du Roi contre le Betis à Montjuic. On avait gagné 5-1. Si je me souviens bien, il avait été décisif deux fois en faisant deux passes décisives. Je ne sais plus pour qui il avait fait les passes hier, mais il avait fait deux passes décisives. D'ailleurs, son match avait été excellent ce soir-là. Et on n'a jamais compris pourquoi, quand Ferran et Lewandowski sont mauvais, justement, on l'a eu plein de fois cette saison, pourquoi Hansi Flick n'a jamais retenté justement de remettre Dani Olmo en faux neuf. Donc ça peut être une option intéressante pour le match contre l'Athletic. Donc on verra ça tout à l'heure si c'est faisable ou non. Mais ça reste une bonne option et effectivement je pense que ça pourrait surprendre l'Atlético qui s'attend certainement à voir Ferran Torres. Mais j'espère pas. Et ensuite, avant qu'on parle de l'Atlético, on va parler d'une info qui concerne les tribunes. Donc on a le club qui essaie de faire en sorte de faire revenir 700 supporters de la Grada Animacio pour le match contre l'Atlético dès demain soir. Donc on sait très bien hein, que le Camp Nou est un cimetière sans eux depuis qu'ils sont plus là, que ce soit Montjuic, le Camp Nou, pas les stadiers parce que les stadiers je trouvais que l'ambiance était sympa, mais après c'est un petit stade hein, donc c'était pas compliqué d'avoir une ambiance là-dedans. Mais on va prendre que Montjuic et le Camp Nou depuis qu'ils ont été bannis du stade parce qu'ils sont en désaccord avec la Porta pour diverses raisons. En fait c'est un vrai cimetière nos matchs, on n'entend quasiment rien qui vient du public. Franchement, y a pas d'encouragement, on n'entend rien. Encore ce week-end, contre Villarreal, c'était horrible venant des tribunes, on n'entendait rien. Les supporters sont très silencieux. Quand la Grada est là, justement, c'est eux qui encouragent le reste du stade à chanter. Donc je pense qu'au moins avoir 700 d'entre eux, ça pourrait aider, ça pourrait arranger la situation, justement. Donc j'espère que le club arrivera à les ramener dans le stade parce qu'on aura vraiment besoin du stade et il faut que la Grada soit là pour que ça se fasse. Parce que sans la Grada, ce sera encore un cimetière, on n'entendra rien. Il faut que la Grada soit absolument là pour demain soir. Franchement, j'espère qu'on les aura. Au moins 700 d'entre eux, ça pourrait changer la donne. Bon, maintenant que tout ça t'est dit, il est temps de passer à l'avant-match contre l'Atlético et on va directement commencer par ce qu'on a dit un petit peu en tout début de vidéo. Donc, mission remontada, est-ce que c'est possible ou non? On l'a déjà fait par le passé, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, avec le 4-0 face au PSG qu'on avait à remonter en 8ème de finale de Ligue des Champions. On avait gagné 6-1. On va en parler après. Et ensuite, on va s'appuyer aussi sur la remontada qu'on avait fait face au FC Séville en 2021 en demi-finale de Coupe du Roi, justement. On avait perdu 2-0 au match aller et on s'était imposé 3-0 au retour au Camp Nou grâce à un but de Gérard Piqué à la dernière seconde qui nous envoie en prolongation. Et puis après, la suite, vous la connaissez, c'est Braithwaite
qui met le but de la qualification. Donc on va essayer de voir en détail avec ces matchs-là, justement, pour voir si ça peut se répéter demain soir. Et on va essayer de voir s'il y a des similitudes, hein, même si on n'a pas beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite, mais on va essayer de voir. On va dans un premier temps parler de l'état de forme de l'Atlético Madrid depuis le 4-0. Donc on va voir si on peut s'appuyer sur ça ou si ça ne vaut pas la peine de s'appuyer sur ça, parce que je pense qu'il y a des choses différentes à prendre en compte. Et on va d'abord parler de leurs résultats depuis le 4-0. Donc dans un premier temps, après nous avoir battu 4-0, ils ont joué contre le Rayo Vallecano à l'extérieur et ils ont pris 3-0. Sur ce match-là, une chose à noter, ils avaient fait tourner. Donc ça, je ne pense pas que ce résultat est à prendre en compte. Ensuite, ils se sont déplacés à Bruges où ils avaient fait 3-3. Ils avaient aligné l'équipe type, hein, pour ce match-là. Ils avaient mené 2-0. Puis après, Bruges les avait rattrapés à 2-2. Ensuite, ils ont remené 3-2 et Bruges était revenu à 3-3 vers la fin du match. Ensuite, ils ont accueilli l'Espagnol dans leur stade en Liga contre l'Espagnol Barcelone. Ils avaient gagné 4-2. Il me semble que si mes souvenirs sont bons, ils avaient mis plus ou moins l'équipe type. Ils avaient mis leur équipe, ils avaient gagné 4-2. C'était un match qui était un petit peu compliqué au tout début parce qu'ils avaient concédé l'ouverture du score et puis après ils ont déroulé, hein, ils ont mis 4 buts coup sur coup derrière. Sorloth avait été en feu ce soir-là, il avait mis pas mal de buts et puis après ils ont pris le deuxième après avoir mis le 4-1, mais ça n'a pas paniqué globalement. Et ensuite ils avaient accueilli Bruges en match retour des barrages, oui, c'était les barrages. Ils avaient accueilli Bruges au match retour des barrages de Ligue des Champions et ils avaient gagné 4 buts à 1. Mais par contre, une chose à noter sur ce match-là, donc ils avaient aussi aligné l'équipe type, hein. Sur ce match-là, le score ne reflète pas du tout ce qui s'est passé sur ce match. En gros, ils avaient ouvert le score assez rapidement. Bruges a égalisé quelques minutes après. Et ensuite, en fait, sur la première mi-temps, surtout, Bruges leur était bien rentré dedans. Bruges était en place. C'était un match cohérent de Bruges. L'Atlético prenait un petit peu cher, hein, sur cette première mi-temps. Ils auraient pu être menés plusieurs fois. D'ailleurs, Oblak avait fait des grosses parades. Ensuite, deuxième mi-temps, c'était un peu pareil, hein, sauf que la seule différence par rapport à la première mi-temps, c'est que l'Atlético a été beaucoup plus efficace qu'en première. Et ils ont mis 3 buts très rapidement. Sorloth avait claqué un triplé. Il avait été chirurgical, hein, dans les cages. En fait, c'était un score qui avait été assez sévère pour Bruges. C'était pas vraiment un match dominé de A à Z par Atlético, c'était une belle rencontre entre les deux. La seule différence, c'est que Oblak a fait des parades en face. Donc c'est un match qui avait été serré dans le contenu, mais le tableau d'affichage, évidemment, il affiche 4-1, parce que l'Atlético a été plus réaliste en deuxième mi-temps. Et ensuite, il y a eu ce fameux match contre Oviedo le week-end dernier. L'Atlético se déplaçait là-bas. Ils avaient fait un petit peu tourner. Il y avait quelques joueurs de l'équipe type qui étaient présents, mais sur la globalité, ils avaient fait tourner. Ils ont gagné 1-0 sur la toute fin du match. J'avais regardé le match. J'ai surtout regardé les 15 dernières minutes. Sur les 15 dernières minutes, on avait vu que Oviedo a eu pas mal de situations, hein. D'ailleurs, ils auraient pu mener plusieurs fois Oviedo, mais encore une fois, c'est Oblak qui a sorti quelques parades et aussi parce que Oviedo n'a pas cadré du tout sur des situations où ils auraient au moins dû cadrer. Et l'Atlético va marquer à 30 secondes de la fin sur leur seul tir cadré de la rencontre. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Avec eux, c'est habituel. Maintenant, la question est de savoir en fait si ces matchs-là sont à prendre en compte, oui ou non. Et moi, en fait, je vais vous répondre dans un premier temps oui, et dans un autre premier temps non. Tout simplement parce que déjà, je vous montre le classement en Liga. Donc sur les matchs de Liga, on a vu que l'Atlético avait perdu 3-0 contre le Rayo. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ils avaient fait complètement tourner leur équipe. Donc c'était une équipe B qui était sur le terrain, même si ça n'excuse pas de se prendre 3-0 par le Rayo, parce que le Rayo est très bas dans le classement en Liga, mais ça, il faut aussi prendre en compte qu'ils avaient fait complètement tourner l'équipe. Et ça, je vais vous l'expliquer pourquoi, à mon avis, ils ont pris un 3-0 comme ça, et sur les autres matchs d'ailleurs, ou pourquoi le contenu n'est pas si glorieux en Liga depuis le 4-0. Donc tout simplement, ici, dans le classement en Liga, on peut voir que l'Atlético est 3ème à 13 points du Barça, qui lui est premier en Liga. Et moi, je pense que tout simplement, l'Atlético a complètement lâché la Liga. Pour moi, ils vont juste assurer le minimum syndical en finissant au minimum 4ème pour assurer la qualif en Champions League. Et ils vont certainement mettre toutes les armes qui leur restent dans la Ligue des Champions parce que
vu le côté de tableau qu'ils ont, ils sont du côté du Barça, pour rappel, hein, ils sont du côté droit. Donc du coup, ils ont un côté très favorable où ils peuvent espérer au minimum une demi-finale. Donc je pense qu'ils vont tout miser là-dessus. Et ils vont aussi également tout miser sur la Coupe du Roi. Parce qu'on a vu que l'Atlético, justement, en Coupe du Roi, ne joue pas du tout de la même manière qu'en Liga. On sait déjà qu'en temps normal, l'Atlético, quand ils se déplacent à l'extérieur, c'est très compliqué pour eux. On le voit très souvent en Liga, soit ils font un match nul, soit ils perdent. C'est très rare quand ils gagnent à l'extérieur. Et on l'a aussi vu en Ligue des Champions récemment contre Bruges lors des barrages. Ils n'ont pas été gagnés là-bas alors qu'ils avaient 2 buts d'avance. Et ça s'est fini sur un 3 partout. Mais il y a une différence avec la Coupe du Roi. L'Atlético, sur leur seul déplacement qu'ils ont fait jusqu'à maintenant face à une grosse équipe, c'était contre le Betis. Et ils se sont déplacés là-bas et ils avaient gagné 5 buts à 0. C'était un match où ils avaient complètement roulé sur le Betis. Et un autre match qu'on peut prendre en parallèle, justement, c'est que 3 jours plus tard, ils ont rejoué contre ce même Betis en Liga, mais cette fois-ci, c'était l'Atlético qui accueillait le Betis. Et l'Atlético avait perdu 1 but à 0. Donc pour moi, la chose qu'il ne faut absolument pas prendre en compte sur leur dernier match, c'est les matchs en Liga. Parce que pour moi, comme je l'ai dit de la Liga, ils ont complètement lâché la course au titre. Donc encore une fois, hein, ils sont à 13 points du Barça et ils sont à 9 points du Real. Mais le Real n'a pas encore joué ce week-end. Ils vont jouer lundi, justement. Ils vont jouer ce soir contre Getafe. Donc le Real a un match de retard. Donc ils peuvent être potentiellement à 12 points du Real Madrid. Donc je pense que pour moi, ils vont faire la lutte avec Villarreal pour la course à la troisième place. Mais je pense que quatrième, ça suffira pour eux parce que ici, ils se qualifient en finale. Ils auront la Super Coupe d'Espagne pour la saison prochaine. Donc pour eux, ça n'aura pas d'importance de finir troisième ou quatrième. Donc moi, pour moi, les matchs qu'ils ont fait en Liga ne sont pas du tout à prendre en compte. Par contre, ce qu'on peut prendre en compte, c'est leur déplacement à Bruges, qui là a été très compliqué pour eux, parce que Bruges, on sait très bien qu'à domicile, c'est très fort. On l'a vu beaucoup de fois en Ligue des Champions, notamment face au Barça, où on s'est fait rouler dessus quand on s'est déplacé là-bas. Franchement, le fait qu'on ait fait 3-3, c'était un miracle pour nous, parce que Bruges nous roulait dessus totalement sur l'ensemble du match. D'ailleurs, le match qu'on avait fait à Bruges là-bas, c'était un peu similaire à ce que l'Atlético nous a fait subir il y a quelques semaines, hein, justement sur le 4-0 qu'on a subi. C'était à peu près pareil face à Bruges, où on s'est fait manger dans toutes les transitions, il n'y avait aucun pressing de la part de notre équipe, et c'était un match similaire qu'on avait subi. Donc le match face à Bruges avait été compliqué là-bas pour eux, et puis après ils ont eu le retour à domicile, et là ils se sont mieux sortis. Mais quand l'Atlético, c'est des matchs importants à l'extérieur, ils ont tendance à paniquer. Et donc moi, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous, pour ce match retour. Mais on va en parler après quand on va parler du Barça. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de vous résumer dans les grandes lignes tout ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, parce que je pense que j'ai dû en perdre certains d'entre vous. D'ailleurs, je vais même vous avouer un truc, je me suis moi-même perdu dans certaines choses que je vous ai racontées. J'ai tellement dit de trucs qu'au final, il y a certaines choses où je me dis c'est pas cohérent de ce que je raconte. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous résumer en moins de 30 secondes tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Donc pour moi, la chose à ne pas en prendre en compte sur les matchs de l'Atlético depuis ce 4-0, c'est bien évidemment ces 4 derniers matchs. Car tout simplement, pour moi, comme je l'ai dit, la Liga, ils l'ont complètement lâché. Et je pense aussi qu'ils mettent en priorité la Coupe du Roi devant la Ligue des Champions. Je pense que l'Atlético Madrid va justement essayer de mettre en œuvre, de remporter ces Coupes du Roi. En plus, ça fait des années qu'ils ne l'ont pas gagné. Donc je pense qu'ils vont mettre tout en œuvre pour aller la chercher. Il leur reste 2 matchs pour le faire. La Ligue des Champions, même si c'est un tableau plus abordable, ça va être compliqué malgré tout pour eux. Donc je pense qu'ils vont mettre toute leur énergie sur la Coupe du Roi. Et cela explique d'ailleurs ce fameux 5-0 qu'ils ont mis au Betis. Parce que je pense que pour moi, ils mettent toute leur énergie là-dessus. Et la Ligue des Champions en second plan. Et la Liga, ils ont complètement laissé tomber. Maintenant, il est temps de passer à côté Barça, parce que justement, on a pas mal de choses à dire aussi concernant le Barça depuis ce 4-0, parce que tout simplement, on a eu 2 Barça à 2 visages, et je pense que ça mérite d'être en parlé, et ensuite, on s'appuiera sur les remontadas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir si on peut faire la remontada demain soir ou non. Donc le Barça, depuis qu'ils ont affronté l'Atlético, c'est simple, on a eu 3 matchs de Liga, donc on avait joué contre Girona, on a perdu 2-1, on était exactement dans la même continuité que le match face à l'Atlético, justement, où c'était un match où l'équipe était complètement misérable, où on n'arrivait pas à presser correctement l'adversaire, on les regardait jouer, on se faisait tuer sur toutes les contre-attaques de Girona. Résultat des courses, on a perdu 2-1, même s'il y a un vol dans l'histoire, ça reste quand même un match pourri dans tous les cas.
Et ensuite, on a eu un Barça qui a affiché un tout autre visage face à Levante, car la réaction a été complètement différente et a été d'ailleurs très positive, hein, parce que face à Levante, on s'était imposé 3-0 au Camp Nou. Et là, à la seule différence par rapport au match face à Girona et même contre l'Atlético, c'est que l'état d'esprit et l'attitude de l'équipe au global étaient complètement différentes. On avait tout le monde qui pressait quand il fallait le faire. Les latéraux étaient aidés par les ailiers, les milieux de terrain venaient aider les défenseurs centraux. Enfin bref, on se retrouvait jamais dans des situations de 1 contre 1 ou de 4 contre 2 ou des 4 contre 3, enfin, comme on a eu face à l'Atlético et face à Girona. Et là, c'était complètement différent et ce match a complètement changé la donne pour le match qui a suivi. Le match qui a suivi, c'était donc le match face à Villarreal le week-end dernier en Liga. Donc on avait gagné 4-1 et d'ailleurs on était dans la continuité du match face à Levante. On avait toute l'équipe qui pressait tous ensemble, tout le monde aidait tout le monde, les latéraux étaient aidés par les milieux et par les ailiers. C'était un peu une stratégie un peu différente, mais l'état d'esprit était exactement le même. L'équipe en voulait toujours plus, 4 buts ça suffisait pas. On avait vu au moment du 4-1, comme je l'avais dit dans le débrief, il restait 2 minutes à jouer, on voulait mettre le 5-1. Enfin, on avait eu le meilleur état d'esprit possible qu'on pouvait avoir sur les 2 derniers matchs avant d'affronter l'Atlético demain soir. Et c'est parfait. Et ça s'explique par une chose que je vais vous dire dès maintenant. Alors pour moi, c'est l'équipe a complètement changé de visage entre l'Atlético et les 2 derniers matchs qu'on a eu récemment. C'est tout simplement par la présence de 2 joueurs. Donc déjà, on va commencer par Rafinha. Quand Rafinha débute dans le 11 de base avec l'équipe, tout simplement l'attitude globale est complètement différente parce que Rafinha est le joueur qui initie tout le temps le pressing. C'est tout le temps lui qui va commencer à presser et encourage les autres à le suivre justement. Parce que tout simplement, Rafinha est un leader dans cette équipe. Et en fait, tout simplement, si tu as un joueur qui ne suit pas les consignes, c'est le premier à venir enclencher son coéquipier parce que justement, il ne respecte pas les consignes. Rafinha, c'est vraiment l'homme le plus important de cet effectif parce que justement, il redescend beaucoup, donc du coup, les autres suivent son exemple. Et c'est pas pour rien que en ce moment, c'est lui qui porte le brassard, mais de coup d'envoi parce que tout le monde le suit, c'est un leader, c'est un exemple. Pour moi, c'est le joueur le plus important de l'équipe et ça s'est traduit sur nos derniers résultats. Et il y a certains qui vont venir me dire, et à juste titre d'ailleurs, que Rafinha était présent face à Girona, et pourtant ça n'a pas empêché l'équipe de très mal jouer et de se faire complètement atomiser dans le jeu. Oui, je vous l'accorde, mais il y a deux choses à prendre en compte sur ce match-là face à Girona. Déjà, première chose, Rafinha était de retour de blessure sur ce match-là, parce qu'il avait été encore blessé pendant 2 semaines, si je me souviens bien. Donc il revenait encore d'une blessure qu'il avait eue en Coupe du Roi face à je ne sais plus qui, ou c'était en Liga, enfin ouais, je me souviens plus contre qui il avait été blessé, mais c'était un match où il était de retour de blessure parce qu'il n'avait pas joué contre l'Atlético, il était revenu de blessure, et aussi un autre détail à noter, c'est qu'au milieu de terrain, on n'avait pas notre magicien qui est Pedri. Et justement, Pedri a fait son retour récemment contre Levante, donc on peut dire ce qu'on veut de Dani Olmo. Pour moi, comme je l'ai dit, il a fait de bons services en numéro 8, mais on l'a très bien vu que dès qu'à l'instant où Pedri a fait son retour contre Levante, et d'ailleurs même pareil contre Villarreal, à l'instant où il était sur le terrain, c'était complètement différent. Parce que même si l'état d'esprit des autres joueurs qui l'ont remplacé était correct contre Levante et contre Villarreal, on a vu directement la différence quand Pedri a fait son retour et je pense que Pedri, ça va aussi changer la donne parce qu'il n'était pas du tout là aussi au match contre l'Atlético. Et ça, c'est un détail qui va énormément changer parce que dans le jeu, Pedri est très important. Et au vu de la manière comment l'Atlético pourrait arriver face à nous, je pense que Pedri va être un joueur très important pour ce match-là. Donc pour moi, les deux facteurs qui ont changé ce Barça depuis ce match contre l'Atlético où on s'était pris le 4-0, c'est clairement le retour de Rafinha pour l'état d'esprit global de l'équipe et également le retour de Pedri, car tout simplement Pedri au milieu de terrain, comme j'ai dit, c'est une qualité 1000 fois supérieure par rapport à tous les autres joueurs de l'équipe, que ce soit Dani Olmo, même Frenkie de Jong qui l'a joué de temps en temps en 8 et c'était pas fameux pendant cette période-là. Donc pour moi, Pedri en fait est clairement au-dessus de ses coéquipiers au milieu de terrain et ce n'est pas une insulte envers les autres, c'est juste lui qui est un extraterrestre. Et on l'a vu avec ces deux-là lors de la confrontation face à l'Atlético au match aller en Liga quand on les avait accueillis pour la première fois au Camp Nou. Bon, si on se souvient bien, on avait Rafinha et Pedri pour ce soir-là. Je pense qu'on avait tout le monde pour ce match-là. Je pense qu'on avait tout l'effectif au complet d'ailleurs. Et ça aussi, c'est un détail à prendre en compte pour après.
on en parlera plus tard. Donc on avait tout l'effectif au complet à ce moment-là, on avait Pedri et Rafinha, donc Rafinha qui était encore l'initiateur du pressing pour ce match-là, tout le monde pressait bien correctement, tout le monde jouait pour le collectif, hein, personne jouait pour sa pomme sur ce match-là. Pedri au milieu de terrain, quand il était balle au pied, personne venait le presser, et quand il était pressé, ben, il était absolument pas perturbé par ça. Donc il était complètement tranquille, il savait ressortir les ballons sans la moindre difficulté, il redescendait, venait aider ses coéquipiers aussi, donc ce match-là, on se souvient à quel point il était parfait. C'était un match qui avait relancé le Barça d'ailleurs, hein, après une période de doute qu'on a vu en début de saison. Ce match-là avait complètement relancé l'équipe, ce qui nous a permis de remporter la Super Coupe d'Espagne sans la moindre difficulté face à Bilbao. Et on a vu un Classico plutôt correct face au Real. Puis après, on avait ressombré quelques temps après, mais le match face à Atletico en Liga avait relancé une nouvelle dynamique pour le Barça qui nous a permis de remporter le premier trophée de la saison. Donc je pense que ça peut être pareil pour ce match-là. S'il doit avoir une remontada, je pense que ça passera par Pedri et Rafinha en premier lieu, et ensuite évidemment par Lamine Yamal, parce que lui aussi est de nouveau en forme, on en parlera plus tard. Mais je pense qu'en priorité, ça va passer par ces deux-là. Donc maintenant, on va enfin s'appuyer sur les deux remontadas comme je l'ai parlé en tout début de vidéo. Donc on va d'abord parler de la remontada qu'on avait fait face au PSG à l'époque. Donc pour ceux qui vivaient dans une grotte à cette époque-là, on avait perdu 4-0 au match aller et on s'était imposé 6-1 au retour au Camp Nou. Et c'était un match complètement lunaire, hein, parce que entre le fait que le PSG s'était chié dessus ce soir-là et aussi, on va se l'avouer, et il faut qu'on arrête de se cacher derrière ça. L'arbitrage avait été complètement douteux ce soir-là. On se souvient qu'il y a eu des pénaltys un peu bizarres et que le PSG devait aussi en avoir un. Mais ça n'excuse pas aussi le comportement de leurs joueurs, mais il faut rester honnête aussi. Je pense que si on refait ce match avec la VAR, soyons honnêtes, la remontada n'aurait jamais lieu. Donc, dans un premier temps, voici la compo qui avait débuté face au PSG à cette époque-là. Donc, on peut déjà voir que c'est un Barça hyper différent par rapport au Barça qu'on a actuellement. Déjà, il suffit de voir qu'on avait la MSN à ce moment-là, on ne l'a plus aujourd'hui. Et avec tout le respect que j'ai pour Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres et même Lamine Yamal, ils ne valent pas la MSN qu'on avait à l'époque. Donc, déjà, ça, c'est complètement différent. Ensuite, pareil, un milieu de terrain, malgré, je les aime tous, hein, nos milieux de terrain aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec Rakitic, Busquets et Iniesta. La défense, pareil, et Ter Stegen à ce moment-là était pas encore nul. Donc, on avait une équipe très forte à ce moment-là, hein. Mais il faut rester honnête, l'arbitrage avait pas mal aidé sur ce match-là. Donc, pour moi, en fait, ça ne vaut pas la peine vraiment qu'on s'attarde sur cette remontada-là, parce que comme il y a eu des faits douteux sur ce match-là, est-ce qu'on peut dire réellement que ça aurait eu lieu s'il n'y aurait pas eu ces faits arbitrales très bizarres? Donc pour moi, on ne peut pas trop s'appuyer sur ça. La seule chose qu'on peut retenir de ce match-là, c'est le mental qu'on a eu ce soir-là, hein, parce qu'il fallait quand même le faire malgré tout, et que du fait qu'on a réussi à faire douter les joueurs du PSG ce soir-là, alors qu'ils étaient en pleine confiance, hein, de base, mais on se souvient que les joueurs du PSG étaient dans le doute parce qu'ils étaient il y avait eu ce fameux dîner là où ils étaient en train de parler de imagine, on se prend 5 buts. Enfin, ils avaient déjà le doute dans la tête à ce moment-là. Et je leur dis encore, l'arbitrage a pas mal aidé aussi ce soir. Et directement, hein, j'anticipe les mauvaises langues, mais évidemment, le Barça n'avait absolument pas payé l'arbitre, hein. C'était juste l'UEFA qui avait désigné un incompétent. En plus, je pense que lui et son arbitre assistant étaient complètement bizarres. Ils étaient perdus, hein, ce soir-là. On voyait clairement qu'ils n'étaient pas maîtres de la situation. Et donc voilà, c'est juste pour dire que le Barça n'avait pas payé l'arbitre, c'était pas de la faute du Barça si ce mec était complètement incompétent. Surtout qu'en plus nos joueurs à ce moment-là ils avaient du vice, on sait très bien que Suarez il est comment, à chaque fois qu'on le touche d'un millimètre dans la surface de réparation, il va se jeter par terre et à chaque fois il a eu raison, il a eu les pénaltys à chaque fois qu'il devait avoir, même si certains étaient très douteux, hein, comme je le dis encore. Mais évidemment, c'est pas le Barça qui a payé l'arbitre à ce moment-là, c'était l'UEFA qui avait désigné un incompétent et ça a fait malheureusement tort et ça a donné du tort au PSG et malheureusement ça a bénéficié au Barça. Mais ça n'empêche pas non plus, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le mental du PSG ce soir-là qui avait complètement baissé alors qu'ils avaient gagné 4-0. En plus, ils avaient fait un super match aller, on se souvient, le match aller qu'ils avaient fourni face à nous. Donc ils sont venus dans un état d'esprit très différent, ça il faut pas non plus l'enlever. Mais l'arbitrage était nul. Donc pour moi, pour toutes les raisons que j'ai expliquées à l'instant, on ne doit pas s'appuyer sur cette remontada-là, mais plutôt sur la plus récente qu'on a fait en Coupe du Roi face au FC Séville en 2021. Et c'était également en demi-finale. On est exactement dans la même situation
qu'à cette époque-là, on avait perdu le match aller 2-0, pas 4 évidemment, on avait perdu 2-0 et on avait remonté 3-0 au Camp Nou. On avait marqué vraiment la toute fin, c'était un scénario de malade, on va en parler tout de suite. Donc petite mise en contexte vite fait, à cette époque-là c'était la saison 2020-2021, donc c'était la saison qui avait suivi le 8-2 qu'on avait subi face au Bayern, et c'était une saison où on avait aussi subi une saison blanche, enfin bref. Donc 2020-2021 c'était une saison où on devait retrouver les trophées parce qu'on sortait d'une saison blanche, et en Liga on était quasiment mort. Parce que même si on était à très peu de points du leader à ce moment-là, qui était l'Atlético Madrid, hein, mais on savait très bien que dans le contenu, on n'était pas bon du tout, et donc du coup, le Barça avait tout misé sur la Coupe du Roi. Et donc, lors de cette Coupe du Roi, avant d'arriver jusqu'à cette fameuse demi-finale, on se souvient qu'on a eu des scénarios un peu similaires en huitième et en quart de finale. On avait été souvent mené et qu'on avait remonté le score à la toute fin de la rencontre. Donc, je me souviens qu'on avait joué le Rayo Vallecano qui était à l'époque était en deuxième division. Ils avaient ouvert le score face à nous et on avait dû attendre la deuxième mi-temps pour pouvoir remonter le match, et on s'était imposé de buts à 1. Et ensuite, on avait affronté Grenade en quart de finale, où on s'était retrouvé mené, si mes souvenirs sont bons, 2-0. On avait remonté jusqu'à 2-2 pour accrocher les prolongations. Ensuite, Grenade avait marqué le 3-2, où c'était nous qui avions marqué le 3-2, et puis après, eux, ils ont égalisé. Et ensuite, on avait mis les deux derniers buts, où on avait gagné sur l'ensemble 5-3. Et ensuite, on arrive en demi-finale face à Séville, où on avait perdu le match aller 2-0. Sur l'ensemble, c'était plutôt mérité pour eux. On avait fait un mauvais match à ce moment-là. Et ensuite, on arrive au fameux 3-0 au Camp Nou. Donc voici dans un premier temps le 11 qui avait débuté ce soir-là. Donc voici le 11 qui avait débuté à l'époque face à Séville pour ce match retour au Camp Nou. On s'était imposé 3-0. Donc si je me souviens du scénario du match, Dembélé avait marqué sur une magnifique frappe au bout de 10 minutes de jeu. Puis après, on a vu Gérard Piqué qui avait marqué de la tête grâce à un beau centre de Griezmann qui est rentré en cours de jeu. Il avait été très bon, lui d'ailleurs, sur cette Coupe du Roi qu'on avait gagné à l'époque. Donc Griezmann était rentré en cours de jeu, il avait envoyé un magnifique centre pour Gérard Piqué à la toute fin du temps réglementaire, du temps additionnel. C'était dans le temps additionnel que Piqué avait mis cette tête, et juste avant les prolongations. Donc on était revenu à 2-2, et ensuite pendant la prolongation, Braithwaite a mis le troisième but. Je ne sais plus c'était qui le passeur décisif à ce moment-là, mais je me souviens que le mental ce soir-là était très présent de la part de l'équipe, et je pense qu'on devrait plus s'appuyer sur cette remontada-là, parce que les compétitions nationales c'est plus notre spécialité, et surtout qu'en plus avec le Barça de Flick, justement, des remontadas on en a fait énormément en Liga l'année dernière, et même cette saison on en a fait quelques-unes. Donc si on se souvient bien, parmi ces remontadas, il y avait l'Atlético Madrid justement qu'on avait affronté au Wanda à l'extérieur, où on était mené 2-0 pendant très longtemps, et dans les 20 dernières minutes, on avait claqué 4 buts quasiment coup sur coup, ce qui nous avait permis de remporter la rencontre. Ils avaient complètement craqué mentalement ce soir-là, alors qu'ils étaient en train de mener 2-0. On leur avait tout pris à ce moment-là. Le Real Madrid venait de les éliminer de la Ligue des Champions, et nous derrière, on les avait complètement éteints à la course au titre en Liga. Et une semaine après ou deux, on les avait complètement éliminés de la Coupe du Roi. Donc maintenant, pour répondre à cette fameuse question que j'ai posée en tout début de vidéo, est-ce que cette remontada est faisable? Pour moi, en fait, je reste quand même mitigé. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour moi, je n'ai aucun doute sur le plan offensif, ni même par le milieu de terrain, malgré les absences qu'on va avoir sur ce match, hein. Que ce soit au milieu ou en attaque, on a deux absences qui pour moi me perturbent beaucoup. On en parlera dans le 11 idéal. Mais pour moi, en fait, c'est faisable parce que offensivement, on a les armes pour le faire. On a Rafinha, Lamine Yamal, et même Marcus Rashford, Ferran Torres, Daniel Mo aussi qui peut jouer en attaque, Fermin Lopez. Donc pour moi en fait on a quand même des gros noms offensivement parlant malgré tout. Et si on veut aussi parler offensivement, côté latéraux, Koundé quand il est en forme, sur le plan offensif il peut être très intéressant en duo avec Lamine Yamal, et Cancelo peut être aussi très intéressant sur le plan offensif, et Baldé s'il est en forme aussi sur le plan offensif il peut être intéressant. Donc pour moi sur le plan offensif et sur le plan milieu de terrain je n'ai aucune inquiétude, mais par contre mon inquiétude vient plutôt de la défense, parce qu'on l'a déjà vu qu'on a beau être fort offensivement, il y a certains matchs où ça ne nous empêche pas d'encaisser des buts, et ça a également été le cas face à Villarreal ce week-end, hein. On les a mangés dans le jeu, mais sur la seule occasion nette de Villarreal, qu'est-ce qui s'est passé? On a encaissé. Et aussi, soyons honnêtes 2 minutes, hein, l'Atlético Madrid, c'est clairement une classe au-dessus de tous les adversaires qu'on a joués récemment, que ce soit Girona, Levante ou Villarreal. L'Atlético, c'est clairement une classe d'écart par rapport à eux.
En face, il y aura Lookman, il y aura Alvarez, Griezmann, Simeone, leur milieu de terrain qui est aussi super, hein. Je pense surtout à Llorente et Koke qui sont en forme en ce moment. Donc ça va être clairement une classe au-dessus par rapport aux autres adversaires qu'on a joué récemment. Donc j'ai bien peur qu'en fait on subisse pas mal de situations et qu'il y aura beaucoup de situations de 2 contre 1, malgré que si l'état d'esprit de l'équipe reste correct, hein, ça ne pourra pas les empêcher d'avoir des situations et j'ai bien peur qu'on encaisse en fait. En fait c'est ça mon doute, c'est qu'on encaisse des buts. Je n'ai aucun doute sur l'attaque et sur le milieu de terrain, mais j'ai bien peur qu'en fait on subisse pas mal de situations parce qu'ils vont certainement pas se laisser faire. Enfin je pense hein, du moins qu'ils vont pas se laisser faire. Et donc je pense qu'on risque d'encaisser des buts. Surtout, en fait, je pense que principalement, on va se les prendre sur coup de pied arrêté. Donc, pour moi, pour répondre à cette fameuse question, la remontada, j'y croirais seulement s'il y a 2-0 mi-temps pour le Barça. Ou s'il y a 2-0 avant l'heure de jeu. Je pense que si on a 2-0 mi-temps ou 2-0 avant l'heure de jeu, je pourrais commencer à y croire. Et évidemment, si on leur roule dessus globalement dans le jeu, qui n'ont quasiment aucune situation, je pense qu'il y a moyen qu'on la fasse. Mais seulement si ces conditions sont réunies. Mais comme je l'ai dit, hein, vu que c'est quand même une équipe de classe mondiale qu'on aura quand même en face, parce que les joueurs qui sont en face, c'est des joueurs de qualité, ce n'est pas n'importe qui. En fait, j'ai bien peur qu'on ne subisse pas. En fait, j'ai bien peur qu'on ne soit pas tranquille. En fait, j'ai même peur qu'on encaisse, comme je l'ai dit, hein. Je pense qu'on va encaisser en fait face à eux, et c'est ça qui m'inquiète. Parce que je pense que si on encaisse un but, pour moi, on peut enterrer tout espoir, mais mais ça peut se faire. Ça peut se faire s'il y a 2-0 mi-temps ou 2-0 avant l'heure de jeu. Et avant de passer au 11 idéal, hein, une chose qui pourrait peut-être compromettre cette remontada, justement, c'est nos absents, et on en a pas mal d'importants, justement. Donc déjà, Gavi et Christensen ne sont toujours pas aptes à jouer ce match, hein. Christensen est toujours en infirmerie, Gavi a repris l'entraînement très récemment, mais évidemment n'est pas toujours apte à jouer un match. Et on a également Frenkie de Jong qui s'est blessé il y a quelques jours d'ici, et Lewandowski qui s'est blessé après le match contre Villarreal. Donc on arrive déjà avec 4 joueurs de blessés, et aussi, un détail à prendre en compte, Eric Garcia avait pris carte rouge au match aller, et donc du coup sera suspendu pour le match retour. Et ça par contre c'est une énorme perte, parce que c'est notre défenseur le plus fort depuis le début de la saison, et ne pas l'avoir, ça par contre ça va être très handicapant. Donc maintenant il est temps de passer à mon 11 idéal pour ce match. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai 2 idées de composition pour ce match là. Donc d'abord je vais vous montrer la première. Donc voici dans un premier temps cette composition avec laquelle je pars. Donc on va partir sur un espèce de 4-3-3 avec un faux numéro 9, hein. Donc au gardien de but classique, hein, Juan Garcia, défense Jules Koundé en latéral droit, Araujo Cubarsí pour la défense centrale, et je mets Cancelo en latéral gauche. Alors, je m'explique d'abord pourquoi je mets Cancelo et pas Baldé, parce que justement, si on veut espérer mettre une remontada, on a besoin d'une qualité offensive au poste de latéral gauche, et je pense que Cancelo, à l'heure où on parle, est 1000 fois au-dessus que Baldé sur le plan offensif. Mais sur le plan défensif, vous allez me dire que ça va être chaotique, mais en fait, je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Parce que si l'équipe arrive avec l'état d'esprit actuel, Cancelo ne sera jamais tout seul défensivement. Soit il aura Rafinha pour le soutenir, ou soit Pedri, enfin, il aura toujours quelqu'un pour l'aider. Donc il ne sera jamais tout seul défensivement parlant. Donc c'est pour ça que je veux partir avec Cancelo, comme ça, offensivement, ce sera une qualité au-dessus. Et peut-être que Rafinha fera comme face à Levante, lui laissera complètement le côté gauche pour attaquer et pourra faire ses centres tranquillement. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je pars avec Cancelo pour le poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, je pars avec Pedri, Marc Bernal et Fermin Lopez. Et ensuite pour l'attaque avec Rafinha, Lamine Yamal, ça bouge pas comme d'habitude. Et en numéro 9, ben, je mets Dani Olmo. On l'a déjà vu une seule fois face au Betis, c'était la saison dernière, il avait fait un excellent match. Mais en fait, je mets Dani Olmo en faux numéro 9 si je pars du principe que l'Atlético repart avec le même état d'esprit qu'au match aller. Donc s'ils ne sont pas tous alignés en bus à nous attendre. Et aussi, ben, malgré tout, si l'Atlético aligne le bus, Dani Olmo a une petite spécialité, c'est qu'il peut trouver des passes dans les petits espaces. Lui, dans les petits espaces, il est plutôt bon à ce niveau-là. Et donc, du coup, il pourrait s'adapter s'il y a un bus en face, je pense qu'il pourrait s'en sortir. Mais je pense que ça pourrait le faire avec ce 11-là.
Mais il y en a aussi un deuxième que je vais vous proposer où il y a juste un changement par rapport à ça. C'est Marcus Rashford en numéro 9 à la place de Daniel Mo. Donc je garde les autres joueurs et on repart plutôt sur le 4-2-3-1 comme on en a pour l'habitude. Donc cette fois-ci, Firmine passe en numéro 10 et Marcus Rashford est positionné en 9. Rashford, avec sa vitesse, il pourrait peut-être faire mal à ce poste-là. Il a déjà joué à ce poste-là par le passé avec United et également avec le Barça. Je crois qu'il a déjà eu l'occasion une fois ou deux de jouer à ce poste-là. S'il retrouve sa finition et qu'il ne s'amuse pas de foutre à côté comme il a l'habitude de faire en ce moment, je pense que Rashford en numéro 9 peut faire très mal, surtout que ses déplacements sont très intéressants. On l'a déjà vu utiliser les appels des autres joueurs pour soit marquer des buts en tirant de loin en entrée de surface, ou soit avec sa vitesse, je dis, il peut être très bon, même dans les dribbles, il est très bon quand il est... En fait, quand il n'est pas nonchalant, Rashford est très intéressant. Donc en fait, moi je partirais avec ces deux 11 là. Donc je vous les mets à l'écran tous les deux, vous me dites lequel vous préférez, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, dites-le moi aussi. Mais en fait, j'hésite entre les deux, et je pense que... En fait, Pacifique partira avec l'un de ces deux-là. J'ai pas envie de voir faire un débuter ce match. Quand je vois la merde qui nous a encore lâché face à Villarreal alors que tout le monde était excellent sur le plan collectif, il n'y avait que lui qui était nul à chier sur ce match-là et je veux pas voir faire. Donc moi je veux voir Flick soit tenter Daniel Mo en faux 9 ou soit mettre Marcus Rashford en 9. Donc dites-moi laquelle vous préférez entre les deux compos que j'affiche ici à l'écran. Et dites-moi aussi votre compo idéal aussi. Hein. Peut-être si vous n'êtes pas d'accord avec la mienne, enfin avec les miennes du coup, bah, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Donc en gros pour moi, hein, si les ingrédients qu'on a vus sur le dernier match sont réunis, la remontada peut être faisable, même si je pense qu'on va pas mal subir de situations, parce que comme je l'ai dit encore une fois, c'est l'Atlético, c'est une classe au-dessus, mais j'ai envie quand même d'y croire un tout petit peu, hein. Franchement, j'y croirais comme je l'ai dit, si à la mi-temps on a réussi à en mettre deux et qu'on n'a pas encaissé, je pense qu'il y a moyen qu'on la fasse. Si pour moi, en fait c'est simple, si pour moi il y a 2-0 mi-temps ou 2-0 en l'heure de jeu, la remontada elle sera faite. C'est aussi simple que ça. Mais bon, on verra ça dès le coup d'envoi, hein, comment l'équipe se comportera et comment l'adversaire se comportera aussi. Hein, parce que ça tombe, l'Atlético va aligner le bus, va peut-être paniquer, hein, parce qu'on se souvient qu'au match aller, hein, c'est un détail que beaucoup oublient, mais au match aller, avant qu'il y ait le but annulé et qu'ils mettent une plombe et que ça nique nos têtes à l'esprit, le Barça était bien revenu en début de deuxième mi-temps. L'Atlético était en train de paniquer défensivement, il perdait beaucoup de ballons en entrée de surface, il faisait des fautes inutiles. D'ailleurs, les fautes qu'ils ont provoquées, c'est la faute qui avait provoqué le but annulé. Donc il faut voir dans quel état d'esprit eux vont arriver, parce que l'Atlético sont les chokers ultimes. Hein. Donc à voir comment eux vont arriver face à nous, et aussi sur le côté extérieur, comme on sait, ils ont du mal. Donc on verra dans quel état d'esprit eux vont arriver. Mais si ils arrivent en mode on met le bus et on tire le 4-0, je pense qu'ils tiendront pas, tout simplement. Donc pour conclure tout ça, si même cette remontada n'a pas lieu, moi tout ce que j'ai envie de retenir de ce match, c'est d'être fier d'eux et qu'on ressort de cette compétition en ayant été fier, tout simplement. Je ne veux pas qu'on ressort sans fierté et qu'on ressort une nouvelle fois avec de la honte. Je veux que sur ce match retour, le minimum syndical que je demande de leur part, c'est de ressortir fier et en ayant tout donné sur ce match. C'est tout ce que je veux. Donc c'est terminé pour cet avant-match. Hein. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, car ça m'intéresse beaucoup. Encore une fois, hein, je le répète tout le temps, mais j'adore lire vos commentaires et surtout lire vos avis. Lire vos avis sur les matchs hein, et sur les avant-matchs. J'adore beaucoup avoir vos opinions. Donc n'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mes réseaux sociaux, comme d'habitude, hein, sont dans la description et apparaissent ici à l'écran. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire casque, et comme ça je saurai que vous aurez vu la vidéo au complet. Et on se retrouve dès demain pour le débrief à chaud, et sur ce je vous dis salut tout le monde.